Dans les années 1880, la Troisième République relance la colonisation débutée sous le Second Empire. Une concurrence s'engage entre les nations européennes pour le partage des terres, entraînant de nombreuses tensions. Malgré ces tensions, la France réussit à se retrouver à la tête du Deuxième Empire colonial, derrière la Grande-Bretagne. La politique coloniale française, largement acceptée en métropole grâce à la propagande, s'accélère à la fin du XIXe siècle et grâce à son organisation efficace, devient un élément de richesse et de puissance pour la République. Cette politique coloniale, fortement résistée par les colonisés ou les indigènes, aboutit aussi à la construction d'une société coloniale basée sur l'inégalité, qui contredit les valeurs de la République. La problématique que nous posons pour ce chapitre est la suivante. Comment la Troisième République arrive-t-elle à créer et à gérer un vaste empire colonial? Pour répondre à celle-ci, nous posons un plan en trois parties. La première, la Troisième République et la constitution d'un empire colonial. La deuxième, les contradictions de la colonisation française. Et finalement la troisième, une société coloniale très inégalitaire. Commençons avec la première partie, la Troisième République et la constitution d'un empire colonial. Pour cela, il faut parler en premier lieu des antécédents et de la conquête la plus célèbre et la plus violente réalisée par l'armée française. C'est la conquête de l'Algérie. En 1827, une altercation concernant une dette de la France éclate dans le pays africain, et le consul de France est souffleté par le Dey d'un gouverneur de l'Algérie. Devant le refus de celui-ci pour s'excuser, la France s'en sert de prétexte pour déclencher l'expédition d'Alger en 1830, ouvrant la voie à la conquête du pays tout entier. Cette conquête fut longue et violente, du fait de la résistance des Algériens menée par l'émir Abd el-Kader. Celui-ci est finalement vaincu en 1847. L'Algérie devient donc la première colonie qui est directement intégrée au territoire national par la création de 3 nouveaux départements en 1848. La prise du pouvoir dans l'Algérie est alors la première des multiples conquêtes réalisées par la métropole française, qui devient progressivement une puissance coloniale. Un parti colonial se constitue autour des militaires, des marchands et des missionnaires, qui plaident tous pour une relance du processus de colonisation dans les années 1880. La conquête de l'Indochine nazie est lancée, tandis que Savagnin de Brazza est missionné pour explorer et prendre possession du bassin du fleuve Congo en Afrique. Sous le prétexte de l'apport des civilisations à des peuples considérés comme sauvages, la France devient rapidement le deuxième plus grand empire, avec 10 millions de kilomètres carrés et 70 millions d'habitants sous son contrôle. Ce pouvoir prend deux formes différentes. Dans une colonie proprement dite, la souveraineté et l'administration du pays sont entièrement en main de la métropole. Dans un protectorat, l'ancien pouvoir conserve théoriquement la souveraineté et la gestion du pays, la métropole n'en apportant qu'un encadrement. Tous les pays de l'Europe veulent donc commencer à former de grands empires coloniaux, ce qui veut dire que les rivalités coloniales deviennent de plus en plus fortes. La France se trouve au cœur de ces rivalités entre puissances européennes. Pour les réguler, la conférence de Berlin en 1885 tente de fixer des règles sur le partage de l'Afrique, postulant que le premier arrivé sur un territoire en détiendra la souveraineté. Mais en 1898, à Fashoda, au Soudan, l'arrivée et l'installation de la mission française Marchand contrairent les ambitions britanniques sur la région. Devant le risque d'une guerre dans un contexte de nationalisme exacerbé en Grande-Bretagne, la France choisit de reculer. Maintenant, on va voir les contradictions de la colonisation française. Pour commencer, l'idéal colonial de la mission civilisatrice. Le parti colonial porte l'idée, largement partagée, que la colonisation n'est pas seulement affaire de puissance et de conquête. Elle s'inscrit au contraire dans la tradition d'émancipation chère à la République depuis la Révolution. Aux peuples indigènes, tout considéré comme inférieur, la France va offrir, par une politique d'assimilation, les valeurs républicaines au fondement de la civilisation. Tous les acteurs, des missionnaires aux hommes politiques, en sont pétris. Ainsi, Jules Ferry évoque en 1885 à l'Assemblée le devoir de civilisation supérieure
envers les civilisations inférieures. De même, la lutte contre l'esclavage est mise en avant lors de l'expédition de Brazza et sert à légitimer la conquête. Et pour finir, une violence intrinsèque. Si l'opinion publique reste peu mobilisée par l'aventure coloniale, elle y est très largement favorable. Seul Georges Clemenceau oppose à Jules Ferry la perte d'énergie que constitue la colonisation quand les efforts devraient se concentrer sur les provinces occupées par l'Allemagne, et la violence bien possibilisée de l'entreprise coloniale. En effet, les colons exercent leur domination parfois avec brutalité. Le travail forcé, souvent mis en œuvre, réduit certains Africains à un statut proche de l'esclavage, alors que la France se félicitait de l'avoir détruit. La construction du chemin de fer Congo-Océan fait ainsi des milliers de morts. Cette violence est légitimée par la République, qui promulgue le Code de l'indigénat, d'abord en Algérie en 1881, puis à l'Assemblée des colonies en 1887, mais pas des protectorats. Les indigènes sont considérés comme des sujets français, à la merci des dispositions toujours renouvelées de cette législation d'exception, qui les prive de leurs droits élémentaires, et ce en contradiction avec les principes républicains. Finalement, il nous manque à parler des sociétés coloniales, qui sont en effet très inégalitaires, les indigènes étant considérés comme des sujets au service de la métropole, profitant d'infimes ou nuls droits. En premier lieu, parlons de la valorisation économique donnée par la métropole française à ses colonies. La colonisation doit fournir la métropole en ressources, c'est pourquoi population et territoires indigènes sont mobilisés. En Tunisie, le chemin de fer aménagé sert à acheminer les phosphates depuis le centre du pays vers les ports. En Algérie et en Indochine, notamment dans le port de Saïgon, les meilleures terres sont accaparées par les colons, dans de grandes exploitations exportant vers la France vin et de l'EVA. Les colonies sont aussi des marchés de consommateurs pour les produits industriels européens qui concurrencent et détruisent l'artisanat local, ce qui accroît la dépendance économique vis-à-vis de la métropole. Ainsi, dans le Sahara, les routes traditionnelles caravanières sont progressivement abandonnées au profit d'une exportation via les principaux ports créés par les colons. La colonisation est une exploitation méthodique des colonisés et de leur territoire. Cependant, l'économie n'est pas le seul secteur où s'expriment l'injustice et les inégalités entre les indigènes et les colons. C'est pourquoi nous parlerons maintenant justement de la ségrégation de manière plus générale qui a lieu dans les colonies. Les colonisés ne sont pas des citoyens, à l'exception des habitants des 4 communes au Sénégal. Les inégalités sont à la base du système colonial. Dans l'éducation, elles servent à conforter la domination. Seuls 5% des Algériens sont scolarisés. L'aménagement des villes coloniales marque spatialement la ségrégation. Lorsque les campagnes où vivent la majorité des indigènes algériens restent rurales et privées de la majorité des services, pendant que les villes de colons sont modernes et bien équipées. Dans ces villes coloniales, des monuments imposants sont érigés, une cathédrale, un théâtre, un palais du gouverneur, un hôpital et même une grande poste. Ces constructions servent de propagande à la République, qui veut, grâce à elle, montrer sa raison et sa mission civilisatrice, et avec cela sa supériorité morale et technique. Le Code de l'indigénat, créé en 1881 en Algérie, illustre parfaitement les inégalités entre colons et indigènes. Il s'agit d'un ensemble de règles et de sanctions spécifiques pour les citoyens musulmans de l'Algérie, qui crée de fait une citoyenneté à 2 vitesses. Les indigènes sont donc classés en fonction de leur religion, juifs ou musulmans, créant un droit différent du droit civil et pénal français. Le Code de l'indigénat autorise aussi les arrestations sans condamnation et le travail forcé, qui explose depuis le XXe siècle. Même si celui-ci est aboli dès 1903 en Indochine, il perdure jusqu'en 1945 dans la plupart des colonies françaises. Alors, cette injustice ne va clairement pas passer inaperçue pour les indigènes qui se sentent maltraités. C'est pourquoi nous allons avoir une émergence de mouvements nationalistes qui s'opposent à cette domination complète de la métropole sur les colonies. Au début du XXe siècle, les contradictions entre le discours colonial et les inégalités criantes donnent naissance à un premier mouvement nationaliste, qui est partout dans l'Empire.
Ils ne revendiquent pas encore de l'indépendance, mais davantage d'autonomie et d'égalité par le biais de mouvements politiques, par exemple jeunes Algériens ou jeunes Tunisiens, mais aussi par des journaux. À cause de la crainte de la répression, il est cependant souvent caché et peut donner lieu à des manifestations violentes. En 1901, à Marguerite, près d'Alger, éclate une brève mais violente révolte qui montre que le pays n'a pas été pacifié. Sous la Troisième République, le processus de colonisation commencé par Charles X et Napoléon III s'accélère, aboutissant bientôt à la création du deuxième empire colonial le plus large de l'époque. Derrière le prétexte de l'apport de civilisation à des populations appelées sauvages et de l'agrandissement de la République, une vraie société coloniale basée sur l'inégalité est mise en place. Dans cette société, les colons contrôlent et gèrent tout ce qui a lieu dans la colonie, de son économie aux droits de ses habitants. Ainsi, une dépendance quasi totale de l'économie coloniale pour l'économie de la métropole est formée, et les indigènes perdent peu à peu leurs droits, arrivant à perdre leurs conditions de citoyens ou d'êtres humains de manière définitive avec le Code de l'indigénat de la décennie de 1880. Malgré les résistances et révoltes des indigènes contre cette injustice, l'empire colonial français se maintient fort et inébranlable.